Les photos sont apparues sur mon fil Instagram à 9 h pile un mardi matin. Ma sœur, Chloé, avait publié un carrousel d'images montrant une somptueuse villa de style méditerranéen avec vue sur la mer, une piscine à débordement et des baies vitrées monumentales surplombant la côte de Saint-Tropez. Une nouvelle exaltante, disait sa légende, je mets en vente ce domaine d'exception à Ramatuelle dès ce week-end, affiché à 4,2 millions d'euros avec vue panoramique et voisinage prestigieux, contactez-moi en message privé pour des visites privées avant la journée portes ouvertes de dimanche. Elle avait ajouté des hashtags comme immobilier de luxe, Saint-Tropez Realtor et maison de rêve. Le problème, c'est que cette villa était la mienne. Je l'avais achetée 18 mois auparavant grâce au pactole reçu lors du rachat de ma start-up technologique pour 4,8 millions d'euros en numéraire, sans aucune hypothèque. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, mes meubles remplissaient les pièces et mes œuvres d'art ornaient les murs, pourtant ma sœur, qui venait d'obtenir sa carte professionnelle d'agent immobilier après 3 échecs de carrière consécutifs, semblait avoir décidé de la vendre. J'étais à Singapour pour finaliser un contrat pour ma nouvelle entreprise quand j'ai vu la publication. J'ai immédiatement appelé mon intendant, Monsieur Girard, qui vivait dans la maison d'amis et gérait la propriété durant mes fréquents déplacements. Monsieur Girard, avez-vous autorisé quelqu'un à photographier ma maison, ai-je demandé. Sa voix était tendue par la colère lorsqu'il m'a répondu, Mademoiselle Léa, j'allais justement vous appeler, votre sœur s'est présentée hier avec un photographe et une équipe de décoration, elle a affirmé que vous aviez donné votre accord et quand j'ai insisté pour vérifier auprès de vous, elle a prétendu que vous étiez injoignable et que le temps pressait, elle m'a montré des documents qui semblaient officiels. Je lui ai demandé de quels documents il s'agissait et il m'a parlé d'un mandat de vente et d'une procuration notariée qui semblait légitime, alors il s'était effacé, mais il sentait que quelque chose ne tournait pas rond, surtout quand il l'a entendu parler sans cesse de sa commission. Chloé avait falsifié une procuration pour mettre ma maison en vente. J'ai dit à Monsieur Girard que je n'avais jamais rien autorisé, que la maison n'était pas à vendre et je lui ai demandé de tout documenter et de conserver tous les papiers qu'elle aurait pu laisser, le temps que j'appelle mon avocat pour prendre le prochain vol vers Nice. En raccrochant, j'ai de nouveau consulté le profil de Chloé. Elle avait aussi posté des stories, des vidéos d'elle déambulant dans mon salon, montrant les finitions de luxe à ses 8000 abonnés, exposant ma cuisine sur mesure, ma suite parentale et même mon bureau privé où les documents d'acquisition de ma précédente société étaient encore visibles sur le bureau. Elle diffusait mon intimité à des milliers d'inconnus en s'appropriant les lieux. Sur les sites immobiliers spécialisés, l'annonce était bien là, domaine exclusif à Saint-Tropez, prestations de haute volée, vendeur motivé. Vendeur motivé ? Je ne vendais rien du tout. Mon téléphone a alors vibré avec un message de groupe de ma famille. Ma mère écrivait qu'elle était si fière de Chloé pour ce mandat exceptionnel qui allait lancer sa carrière, tandis que mon père suggérait que Chloé pourrait peut-être m'aider à trouver quelque chose de plus petit, prétextant que cet endroit était trop grand pour une personne seule. Chloé les remerciait tous en disant qu'elle recevait enfin la reconnaissance qu'elle méritait dans l'industrie et les invitait à faire passer le mot pour la journée portes ouvertes du dimanche 4 janvier. Aucun d'entre eux ne m'avait demandé si je vendais réellement. J'ai appelé mon avocat à Nice, Maître Lefebvre, pour lui demander de faire supprimer immédiatement cette annonce frauduleuse. Quand je lui ai annoncé le montant de 4,2 millions d'euros, il m'a confirmé qu'il s'agissait d'une fraude majeure passible de poursuites pénales pour faux et usage de faux. Il m'a demandé si j'étais vraiment prête à poursuivre ma propre sœur en justice si nécessaire. En repensant à l'arrogance de Chloé et au mépris total de mon consentement, j'ai répondu par l'affirmative sans hésiter. 18 heures plus tard, j'atterrissais à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, épuisée mais furieuse. Maître Lefebvre m'attendait avec un dossier. L'annonce avait été retirée des fichiers professionnels, mais restait active sur les réseaux sociaux de ma sœur. Les lettres de mise en demeure avaient été envoyées à son agence et à elle directement, confirmant que la procuration était une grossière contrefaçon où ma signature n'était même pas ressemblante. L'agence immobilière, une petite structure locale appelée Prestige Azur, était en plein vent de panique et avait déjà suspendu Chloé, craignant pour sa réputation. Pourtant, Chloé ne répondait pas aux appels et venait de poster une nouvelle story confirmant que la visite de dimanche aurait bien lieu. En arrivant à la villa, Monsieur Girard m'a accueilli, très stressé, en m'apprenant que ma sœur était venue le matin même avec un serrurier pour tenter de changer les verrous.
Il l'en avait empêché, mais elle l'avait menacé d'appeler la gendarmerie pour violation de domicile, prétenant qu'elle devait sécuriser les lieux pour les acheteurs et que j'avais accepté de rester à l'écart pendant la vente. Elle avait même osé lui signifier son licenciement et lui ordonner de quitter la maison d'amis d'ici vendredi. J'ai rassuré Monsieur Girard en lui disant qu'il n'était pas licencié et j'ai récupéré l'enregistrement qu'il avait fait de la scène avec son téléphone pour l'envoyer à mon avocat. En entrant chez moi, j'ai découvert que Chloé avait réorganisé les meubles pour la mise en scène, retiré mes photos personnelles pour les remplacer par des tableaux génériques et disposé des produits de toilette d'hôtel et des fleurs fraîches partout. Elle avait transformé mon foyer en salle d'exposition. Dans mon bureau, mes dossiers confidentiels et mon ordinateur portable avaient disparu, mis dans des cartons au garage sous prétexte qu'ils encombraient l'espace et nuisaient à l'attrait de la propriété. C'est alors que ma mère m'a appelé, en larmes, m'accusant de saboter la carrière de Chloé. Elle refusait d'entendre parler de fraude, me disant que c'était une opportunité incroyable pour ma sœur et que la commission changerait sa vie financière. Elle est allée jusqu'à me dire que je devrais la laisser faire puisque j'avais assez d'argent pour m'acheter une autre maison. Pour mes parents, la réussite de Chloé valait bien le sacrifice de ma propriété. Maître Lefebvre a examiné les preuves fournies par Monsieur Girard et a conclu que nous avions un dossier solide pour fraude, usurpation et tentative d'expulsion illégale. Le dimanche est arrivé sous un soleil radieux, un temps idéal pour une visite immobilière sur la Côte d'Azur. Chloé postait des stories toute la matinée, vêtue d'habits de créateur, installant des rafraîchissements et du champagne dans ma cuisine avec l'aide d'un traiteur. Monsieur Girard et moi surveillons tout via les caméras de sécurité, tandis que Maître Lefebvre était garé plus bas dans la rue avec 2 inspecteurs de police. À 12h45, le patron de l'agence de Chloé, un homme nommé Richard qui semblait décomposé, est arrivé pour essayer de la raisonner une dernière fois. Les caméras ont capté leur conversation houleuse où il l'avertissait que la propriétaire avait porté plainte pour fraude, mais Chloé balayait ses craintes d'un revers de main en disant que j'étais juste difficile et que je me calmerais une fois l'argent sur la table. À 13h, les premiers visiteurs ont commencé à affluer, des agents, des acheteurs potentiels et des influenceurs invités pour faire le buzz. Ils étaient une vingtaine à déambuler dans mon salon pendant que Chloé jouait l'hôtesse parfaite, mentant effrontément en affirmant que la propriétaire partait s'installer à Monaco et qu'elle était très pressée de vendre. À 13h30, Monsieur Girard et moi sommes entrés par la porte principale. Chloé, le sourire crispé, a tenté de me présenter comme sa sœur, l'ancienne propriétaire, mais je l'ai immédiatement corrigée à voix haute en déclarant que j'étais l'actuelle propriétaire, très en colère, et que cette maison n'était pas à vendre. J'ai annoncé devant tous les invités que Chloé n'avait aucun mandat, qu'elle avait falsifié des documents et qu'elle allait être arrêtée. Malgré ses tentatives désespérées de faire passer cela pour un simple drame familial, j'ai appelé Maître Lefebvre. En quelques minutes, les policiers sont entrés dans la villa. Les invités ont fui immédiatement, certains filmant la scène avec leur téléphone. Chloé a été menottée sous les yeux de son patron qui a refusé de l'aider. « Tu m'as ruinée », a-t-elle murmuré alors qu'on l'emmenait. Je lui ai répondu qu'elle s'était ruinée toute seule et que je ne tolérerais plus ses crimes sous prétexte que nous étions liés par le sang. Chloé a passé 6 heures en garde à vue avant que mes parents ne paient sa caution. Les charges étaient lourdes, faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. La procuration falsifiée à elle seule pouvait lui valoir 5 ans de prison. Son agence l'a licenciée sur le champ et sa carte professionnelle a été suspendue. La vidéo de son arrestation est devenue virale, faisant le tour des médias locaux et des revues spécialisées comme un cas d'école sur l'éthique professionnelle. Mes parents m'ont harcelé au téléphone, m'accusant d'avoir détruit la vie de ma sœur, mais je suis restée ferme. Le procès pénal a duré 4 mois et Chloé a finalement plaidé coupable pour obtenir une peine réduite, 2 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 50 000 €. Sa licence immobilière a été révoquée de façon permanente. Sur le plan civil, je l'ai poursuivi pour les dommages causés à ma maison, les frais d'avocat et l'atteinte à ma vie privée. L'indemnisation s'est élevée à 175 000 €, soit exactement le montant de la commission qu'elle espérait toucher. Mes parents ont dû hypothéquer leur propre maison pour l'aider à payer. Depuis, ils ont cessé de m'inviter pour les fêtes, me tenant pour responsable de l'éclatement de la famille. 1 an plus tard, j'ai vendu la villa de Saint-Tropez selon mes propres termes pour 5,1 millions d'euros.
Monsieur Girard m'a aidé à trouver une nouvelle propriété magnifique à Biarritz, qu'il gère désormais. Chloé s'est installée dans le centre de la France et travaille dans la vente de prêt-à-porter, son compte Instagram est devenu privé et ses rêves de grandeur immobilière se sont évaporés dans le silence. Nous ne nous sommes plus parlé depuis l'audience de condamnation. Parfois, je repense à cette journée où ma sœur servait du champagne dans mon salon en calculant sa commission sur un bien qui ne lui appartenait pas. Elle avait parié que la loyauté familiale la protégerait des conséquences et que je privilégierais sa carrière à mes droits de propriété. Elle s'est trompée. La famille ne signifie pas une immunité devant la loi, elle signifie au contraire que l'on devrait être incapable de trahir ceux qui nous font confiance. Chloé a appris cette leçon les menottes au poignet, et c'était la dernière fois que quelqu'un dans ma famille s'imaginait pouvoir s'approprier ce qui m'appartient. 2 ans s'étaient écoulés depuis le tumulte de Saint-Tropez et ma nouvelle vie à Biarritz, face à la puissance sauvage de l'Atlantique, m'apportait enfin la sérénité que je recherchais loin des faux-semblants de la Côte d'Azur. Ma nouvelle entreprise de cybersécurité florissait et Monsieur Girard, qui s'était parfaitement adapté au climat basque, veillait sur ma demeure avec la même rigueur qu'auparavant, mais le silence radio de ma famille pesait parfois sur mes épaules comme un rappel constant du prix de la justice. Un soir de novembre, alors que la pluie cinglait les vitres de mon bureau, j'ai reçu un recommandé en provenance de Lyon, là où mes parents s'étaient retirés après avoir vendu leur appartement pour éponger les dettes de Chloé. Ce n'était pas une invitation à renouer, mais une mise en demeure de la banque m'informant qu'ils étaient en situation de défaut de paiement et que leur maison risquait la saisie immobilière d'ici 3 mois. Mon sang n'a fait qu'un tour car je savais exactement ce qui s'était passé. Chloé, incapable de garder un emploi stable dans le prêt-à-porter, les avait convaincus d'investir leurs dernières économies dans une prétendue franchise de luxe qui n'était qu'un nouveau mirage financier. Quelques jours plus tard, sans prévenir, ma mère a débarqué à Biarritz, méconnaissable, vieillie par l'inquiétude, portant avec elle l'odeur de la défaite et une culpabilité qu'elle tentait encore de transformer en reproche à mon égard. Elle s'est assise dans mon grand salon, refusant le thé que Monsieur Girard lui proposait, pour m'expliquer que Chloé avait besoin de 150 000 € pour stabiliser sa situation, et que, par extension, cela sauverait leur maison de la saisie. Tu es notre dernier recours, Léa, tu as réussi au-delà de nos espérances, tu ne peux pas laisser tes parents à la rue à cause de ton entêtement à punir ta sœur, me disait-elle avec cette voix tremblante qui, autrefois, m'aurait fait céder en un instant. J'ai regardé cette femme qui, malgré les preuves de la malhonnêteté de Chloé, persistait à voir en moi la coupable parce que j'avais les moyens de réparer les dégâts sans sourciller. J'ai alors pris une décision radicale mais nécessaire, j'ai appelé Maître Lefebvre pour qu'il rachète discrètement la dette de mes parents directement auprès de la banque, devenant ainsi leur créancière sans qu'ils ne le sachent, afin de garantir qu'ils ne perdraient pas leur toit. Cependant, j'ai posé une condition non négociable à ma mère ce jour-là, en lui disant que je paierais les arriérés de la banque à condition que Chloé ne remette plus jamais les pieds dans leur maison et qu'il cesse de financer ses délires de grandeur. La réaction fut immédiate et brutale, ma mère m'accusant de vouloir contrôler leur vie et de briser les liens sacrés de la famille par l'argent, avant de repartir en larmes vers la gare. 1 mois plus tard, j'ai appris par Monsieur Girard, qui gardait un œil sur les réseaux sociaux, que Chloé avait tenté d'ouvrir une boutique éphémère à Bordeaux avec de l'argent qu'elle avait réussi à soutirer à un nouvel associé, qu'elle espérait épouser. Le cycle recommençait, mais cette fois-ci, j'étais protégée par des murs plus solides que ceux d'une villa de luxe, les murs de ma propre détermination. Le soir de Noël, j'ai reçu un simple message de mon père, le premier en 2 ans, me remerciant pour le « miracle » qui avait sauvé leur maison, sans mentionner Chloé, me laissant comprendre qu'il avait enfin ouvert les yeux sur la réalité de la situation. J'ai réalisé alors que la véritable justice n'était pas seulement de voir Chloé sanctionnée par la loi, mais de forcer chacun à assumer ses choix, même si cela signifiait rester l'étrangère de ma propre lignée. Aujourd'hui, quand je regarde l'océan depuis ma terrasse de Biarritz, je ne ressens plus la colère qui m'habitait à Saint-Tropez, mais une paix profonde et solitaire. Chloé reste une ombre lointaine, une leçon coûteuse sur la nature humaine, et si mes parents préfèrent vivre dans l'illusion pour ne pas affronter la douleur d'avoir échoué dans l'éducation de leur seconde fille, c'est un fardeau qu'ils porteront seuls. J'ai appris que l'on peut aimer sa famille de loin, mais que l'on ne doit jamais laisser cet amour devenir le complice de sa propre destruction. Ma maison à Biarritz n'est pas seulement une propriété immobilière, c'est le symbole de ma liberté retrouvée et de ma souveraineté, un sanctuaire où aucun document falsifié et aucune manipulation sentimentale ne pourra plus jamais entrer.
La boucle était bouclée, non pas dans les larmes ou les réconciliations de façade, mais dans la clarté d'une vie construite sur la vérité et le travail, loin des mirages de ceux qui pensent que le nom de famille est une licence pour voler. Et alors que monsieur Girard refermait doucement le portail en fer forgé pour la nuit, je savais que pour la première fois de ma vie, j'étais enfin totalement chez moi. Oui, voici la conclusion définitive de l'histoire. 3 ans après les incidents de Biarritz, le chapitre final de cette saga s'est écrit devant un tribunal civil de Lyon, marquant la rupture totale et irréversible de nos liens de sang. Chloé, n'ayant jamais accepté sa déchéance et poussée par une amertume dévorante, avait tenté une dernière manœuvre désespérée en me poursuivant en justice pour réclamer une part anticipée d'héritage et des dommages-intérêts pour ce qu'elle appelait un « préjudice moral et financier démesuré ». Elle prétendait que mon action à Saint-Tropez avait causé un traumatisme psychologique l'empêchant de travailler durablement, espérant ainsi forcer ma main pour obtenir une rente à vie. Cependant, Maître Lefebvre a présenté au juge un dossier accablant retraçant l'historique de ces fraudes, ces tentatives de manipulation sur nos parents vieillissants et surtout, la preuve que c'était moi qui payais discrètement leurs factures depuis des années. Le juge a non seulement débouté Chloé de toutes ses demandes, mais l'a également condamnée à me verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme que je n'ai jamais réclamée mais qui a servi de bouclier légal pour l'empêcher de m'approcher à nouveau. Après l'audience, dans les couloirs froids du palais de justice, nos regards se sont croisés une dernière fois et je n'y ai vu aucune trace de regret, seulement la haine glaciale de celle qui a tout perdu par sa propre cupidité. Mes parents, fatigués de porter le poids d'une fille qui ne leur apportait que ruine et honte, ont fini par rompre tout contact avec elle, choisissant de finir leur jour dans la dignité de la maison que j'avais sauvée, acceptant enfin que l'on ne peut pas aider quelqu'un qui utilise l'amour comme une arme. Aujourd'hui, ma vie à Biarritz est un havre de paix où le nom de Chloé n'est plus prononcé, une existence construite sur des bases solides où monsieur Girard continue de veiller avec une loyauté sans faille sur mon domaine et sur ma sérénité. J'ai compris que la famille n'est pas une fatalité biologique, mais un contrat moral basé sur le respect mutuel, et que parfois, l'acte d'amour le plus authentique que l'on puisse faire est de laisser les gens face aux conséquences de leurs actes, aussi dures soient-elles. Je ne regarde plus jamais en arrière avec amertume, car en protégeant ce que j'avais bâti, j'ai non seulement sauvé mon patrimoine, mais j'ai surtout sauvé mon identité face à ceux qui pensaient pouvoir la briser. L'histoire s'arrête ici, sur cette côte basque où le vent emporte les derniers échos d'un passé tumultueux, laissant place à un avenir où ma seule responsabilité est d'être fidèle à mes principes et à la vérité. Justice a été rendue, non pas dans un éclat de gloire, mais dans le silence définitif d'une porte qui se ferme sur une sœur qui n'était plus, depuis longtemps, qu'une étrangère. C'est ici que mon récit s'achève, dans la clarté d'un horizon sans nuages, là où plus personne ne pourra jamais m'imposer le poids de ses fautes au nom d'un lien de parenté trahi.